vraiment profiter du fait d'avoir un si beau panel pour prendre du temps, répondre aux questions. Donc maintenant, on va consacrer les 20 minutes qui restent à une séance de questions-réponses. Voilà. Et donc, on a un micro qui va circuler dans la salle. On a des micros pour nous ici aussi. Et pendant que vous réfléchissez à vos questions et qu'on prend peut-être la première question dans la salle, je vais en poser une qui nous est arrivée de vous au moment de l'inscription, ce qui permettra également de circuler et de voir les questions là-bas. Et je vais en fait combiner deux questions parce qu'il y avait pas mal de questions sur la transparence que plusieurs d'entre vous ont souligné comme étant vraiment clés. Et donc, on vous demande, d'une part, comment peut-on choisir une banque en accord avec nos convictions si les seules informations disponibles sont les rapports de gestion où l'entreprise se montre sur son meilleur jour? Et dans le même esprit, on vous demande comment développer et améliorer le réseau du microcrédit, de crédit à pair, de crowdfunding et autres, si autant de sites mensongers traînent ici et là, alors que le système traditionnel des grandes banques est sur le point de s'effondrer. Et donc, il y a un sentiment d'être un petit peu perdu face à une série de mensonges, de ne pas savoir ce qu'on peut croire ou si l'information peut servir à prendre des décisions, finalement. Mais je crois qu'effectivement, c'est pas simple du tout de s'y retrouver aujourd'hui quand on voit la communication qui est de plus en plus orientée, notamment par les grandes banques. Aujourd'hui, beaucoup de banques, effectivement, communiquent sur leur soi-disant responsabilité sociétale. Et donc, effectivement, ça pose question sur la cohérence réelle de leurs activités. Et donc, tout à fait, le citoyen est perdu par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un scan des banques qui existe et qui vous donne une information indépendante et qui vous permet donc simplement d'avoir une vue sur comment sont classées les banques par rapport à des critères qui sont un peu plus objectifs que ce qu'elles disent elles-mêmes. Oui, et c'était d'ailleurs des liens que Oikos vous proposait au moment de l'inscription, toute une série d'acteurs indépendants qui font des scans, qui vous donnent des informations que vous pouvez croire puisqu'elles sont indépendantes. Et en tout cas, multiplier les sources. Dire que je ne sais pas si... Oui, donc il s'agit de Fairfin et de Financité principalement, je crois, où vous pouvez voir ce scan. Et si vous n'avez pas envie de faire ce scan ou de le regarder, si vous écoutez très bien, les règles sont très simples. Les 4 grosses banques ne sont pas durables, selon moi, point. Les banques moyennes, Crelon, Argenta, AXA, sont plus durables, mais pas comme les autres. Hein. Et la seule banque, je dirais, durable actuellement en Belgique, c'est une banque néerlandaise, c'est Triodos. Donc si vous hésitez où vous devrez mettre votre argent d'épargne, il faut aller chez Triodos, mais je ne pense pas que vous avez des comptes courants. Alors, il y a des comptes courants pour les professionnels, donc c'est des comptes vraiment pour les entreprises et les associations, et on travaille sur un projet de compte courant, voilà, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est un objectif à moyen terme. Ouais. Et si vous ne savez pas attendre, vous prenez notre carte alors, comme cela vous est déjà servi. Hein. Bon, j'ai peut-être encore quelque chose pour les crowdfunders aussi. Donc, il y a actuellement en Belgique 56 plateformes de crowdfunding, et ça devient en effet aussi une petite jungle. Hein. Et je suis heureux de vous annoncer que je publie vendredi prochain le premier livre sur le crowdfunding pour le non-marchand. Il est en flamand, mais je veux bien le traduire pour ceux qui l'achètent au téléphone. J'espère que j'aurai une dédicace. J'espère que j'aurai une dédicace personnalisée. Oui, vous êtes cité. Et donc, Géraud, pour la microfinance ou tout ce qui est crowdfunding, comment démêler le vrai du faux? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de grandes plateformes de crowdfunding, notamment européennes, qui sont fortement liées avec des grandes banques. Je pense notamment à KissKissBankBank avec BNP Paribas. Voilà, c'est un petit peu le travers du crowdfunding. On s'était dit que ça arriverait sûrement un jour ou l'autre. Ben oui, les plateformes grossissent et à un moment donné, elles ont besoin de plus grands moyens financiers aussi pour elles et pour leurs porteurs de projets. Donc les grandes banques essayent de capter ces plateformes, puisque c'est des startups qui vont plus tard avoir un très haut rendement, en tout cas pour les grosses plateformes. Donc il était certain qu'à un moment donné, il y aurait une confusion entre les plateformes de crowdfunding et les banques, et on voit que ça arrive de plus en plus. Il y a HelloCrowd aussi qui vient de commencer en Belgique, qui est en fait une plateforme de crowdfunding mise en place par HelloBank,
Donc de nouveau, on retombe dans un travers bancaire qui initialement n'était pas l'esprit du crowdfunding. Donc voilà, il faut essayer de démêler ça, il faut vous renseigner quand vous allez sur une plateforme, il faut regarder ce qu'il y a derrière, il faut aller lire les conditions générales, il faut lire la presse par rapport à la plateforme, et puis lire de temps en temps des articles simplement de blog ou de presse qui parlent des plateformes de crowdfunding et de leurs activités, puisque c'est des faits qui sont assez fréquemment dénoncés, mais c'est vrai que ces plateformes essayent de rendre ça plus ou moins flou, pour que les contributeurs restent fidèles à ces plateformes-là. Donc voilà, financer le crowdfunding, c'est bien, mais là aussi c'est une jungle, comme vous le disiez, et il faut arriver à démêler le vrai du faux. Et alors moi je vais rebondir sur ce que Géraud, j'ai retenu votre prénom maintenant. Donc si vous n'avez pas envie de lire les statuts, etc., nous on le fait pour vous. Et il y a un label qui est un label Financité Fairfin, donc avec notre pendant néerlandophone, on analyse toutes les parts de coopérateurs et toutes les parts d'ASBL qui souhaitent lever des fonds et on leur accorde un label qui s'appelle le label Financité Fairfin. Donc sachez que en termes de label, il y a des labels qui existent et il y a également le label Etibel, donc que Madame, j'ai oublié, Dumas. Et donc, la deuxième chose que je dois ajouter, c'est que avant de faire des investissements, informez-vous. Et donc là, nous aussi, on est là pour ça, donc vraiment pour vous informer et que vous posiez des questions. C'est une invitation. Poser des questions. Est-ce qu'on a une question dans la salle ou est-ce que le... Oui. Est-ce qu'on peut avoir le micro là-bas? Ouais. J'ai eu peur de bouger. Ouais. Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur de Triodos. Tout à l'heure, vous avez parlé de transparence. Moi, ma question, c'est le fait d'être totalement transparent. Est-ce que ça risque pas, dans un certain sens, de mettre à nu, au niveau de la concurrence, votre stratégie et peut-être de ne pas être aussi compétitif que les autres banques? Et c'est d'ailleurs une question qu'on peut élargir à Newbie parce que vos concurrents sont vos coopérateurs aussi. Donc c'est une problématique que vous partagez. À partir du moment où on veut promouvoir le changement dans la finance, il faut quelque part aussi donner l'exemple. Et nous, on est fiers des projets qu'on porte. Et donc voilà, c'est une manière aussi de communiquer. Alors, on est transparent, mais d'un autre côté, par exemple, quand on communique sur les projets qu'on finance, on ne donne pas les noms des personnes directement, on ne donne pas le montant du crédit, on donne une explication sur le projet qui est financé, mais on ne va pas jusqu'au moindre détail de l'opération. Après, quand on parle vraiment de concurrence sur le marché belge, on est en concurrence avec toutes les grandes banques belges et les petites et moyennes banques. Et donc en fait, cette concurrence, on la vit tous les jours, j'ai envie de dire, et l'élément fondamental aujourd'hui, malheureusement, ça reste le taux. On parvient à faire une différence dans certains dossiers, où même quand on est un petit peu plus cher, le client opte quand même pour Triodos pour les valeurs, mais dans la grande majorité des cas, j'ai envie de dire que c'est le taux qui joue toujours un élément distinctif pour le choix, même quand la banque n'est pas durable d'ailleurs. On a vu des gens qui optaient pour ING la semaine où ING a licencié ou annoncé le licenciement de plus de 3000 personnes en Belgique. Alors nous, par rapport à ça, ce qu'on dit, c'est que d'une part, on doit être aussi professionnel que les autres, et on doit également être dans le marché, ce qui veut dire qu'on ne gagne pas tous les dossiers durables qui sont présentés, et deuxièmement, on doit être au moins aussi professionnel que les autres, et forcément rentable aussi, pour démontrer que le modèle est pérenne. Donc cette concurrence, elle est acharnée aujourd'hui dans le secteur bancaire, entre toutes les banques, avec des taux qui sont historiquement faibles, et des marges qui sont également au plus bas depuis des années et des années. Oui, donc je trouve ça une très bonne question. On a bien réfléchi là-dessus avant la fondée de Newbie. Et donc on a publié même le manque de transparence. Je pense que nous sommes une des seules boîtes financières qui le fait. On ne publie pas trois choses. C'est dans le statut, vous pouvez le contrôler. De une, quand la loi nous interdit de publier quelque chose, on ne le publie pas. Vous allez dire c'est normal. Je ne voudrais pas financer, moi, les banques qui ont violé déjà les droits du privacy, par exemple, des clients belges. Ils sont multiples. ING a été condamné différentes fois déjà, pour donner un exemple. De deux, quand un contrat oral ou écrit nous interdit de le faire. Je pourrais vous citer 400 institutions importantes en Belgique qui ont refusé d'investir de l'argent dans Newbie.
vous tomberez de votre chaise quand je vous les cite. Il y en a qui font fureur et sur les forums durables, comme nous sommes les plus durables au monde, mais quand on les demande d'investir 20 € dans nos billes, je ne parle pas de 200 000 €, mais 20 € comme geste d'amitié ou de souscription, pas mal d'institutions durables ont refusé. Hein. Je vous en cite qui n'ont pas refusé, c'est Monceau, il est français, c'est Rabobank, il est néerlandais. Ce sont deux qu'on a publiés, donc je peux le dire. Ceux qui ont refusé, on s'est engagé de ne pas le dire. Hein. Et alors, de trois, le point duquel vous citez, c'est la concurrence. Dans notre salle, je suis devant, comme ici, sur l'Assemblée générale, je vois des banquiers, bon, je ne vais pas citer leur nom, mais je vois des banquiers de banques durables, je vois des banquiers de Crélan, je ne cite pas le nom des gens, hein, mais des gens qui travaillent chez Crélan, chez BNP, chez KBC. Donc il y a pas mal de banquiers dans notre salle qui viennent voir, soit à titre privé, soit à titre semi-professionnel, ce qu'on fait. Donc il va de soi qu'à l'Assemblée générale, on ne peut pas dire tout. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai caché qu'on va lancer un nouveau produit en juin, parce que c'est confidentiel. Ouais. Oui, je l'ai dit maintenant. Mais je ne vais pas dire quoi. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Non. Oui, ici. Je ne vais pas utiliser le micro. Ma question se porte à Triodos. Vous avez parlé dans votre exposé de 13,5 milliards d'euros, qui je crois devait être le pied de bilan. Et puis vous avez parlé de management investment pour environ 5 milliards. Quelle est la relation entre les deux? Et en fait, est-ce qu'on peut faire une différence entre les 13 et les 5 et c'est quoi? Ok. 13,5 milliards, c'est le pied de bilan. Alors, je n'ai pas le détail ici avec moi de notre bilan au niveau du groupe. Ce qui est important, je crois, comme information, qui est pour nous vraiment crucial, c'est le pourcentage de l'épargne qu'on va pouvoir convertir en crédit. Et ça, pour nous, c'est vraiment un élément essentiel. Je ne sais pas si je l'ai cité, pour la Belgique, on a 79% de votre épargne qu'on a converti en crédit durable. Et au niveau du groupe, on est plutôt de l'ordre de 70%. Maintenant, vous donner un détail. Je pense que les chiffres sont séparés entre la banque et les investissements dans ce que j'ai présenté. Donc on a en termes effectivement d'investissement 3,3 milliards sous gestion, et donc il y a notamment des fonds qui nous sont confiés par toute une série d'investisseurs qu'on gère pour eux en plaçant dans des actifs. Et au niveau de la banque, on a toute l'épargne qu'on essaie de convertir en crédit, et on a également d'autres sources de revenus, mais là je vous dis, j'ai pas tous les chiffres ici sous la main aujourd'hui. Mais tout ça dans notre rapport annuel sur notre site internet, et on peut très facilement aller le voir après l'exposé. Il y a vraiment un onglet qui est dédié à ça où tout est expliqué. Merci. Moi j'ai une autre question ici, à moins qu'il y ait une main qui se lève dans la salle. Ah oui. Ma question comme ça. C'est pour madame, par rapport, tout à l'heure vous avez expliqué que les monnaies locales permettaient vraiment de bien tourner dans l'économie. Ma question c'est, est-ce que ces monnaies-ci, est-ce que ce modèle-ci pourrait, ça pourrait fonctionner au niveau global de l'économie? Parce que au niveau global, on sait qu'on a besoin d'investissement, cet investissement se fait avec les fonds de départ, les emprunts. Et donc c'est un peu en contradiction avec ce que vous proposez. Donc, du coup, je me dis, est-ce que ce ne serait pas seulement limité à des clusters par pays, etc. Je vais répéter la question pour la salle, peut-être. Donc la question, c'est ces monnaies complémentaires. Est-ce qu'on pourrait les imaginer comme une solution globale? C'est ça? Et peut-être que ça nous permet de revenir sur un mot que vous avez utilisé et qui me plaisait beaucoup, c'est l'idée de biodiversité monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous rajoutez aussi une question. non. Mais donc à votre question, je vais utiliser ce que mon nouveau patron dit souvent. La monnaie est peut être considérée comme un couteau. Avec un couteau, vous savez
faire beaucoup de choses, mais vous ne savez pas tout faire. Et donc la monnaie ne sera jamais une solution globale. La monnaie complémentaire ne va jamais remplacer l'euro. C'est un outil parmi d'autres. Et vous avez bien raison de dire, voilà, il faut qu'il y ait les comptes d'épargne vont continuer à exister, les investissements vont continuer à exister. Donc il faut le considérer comme un outil en plus. C'est un outil qui est dans le mouvement de la transition, mais c'est pas la solution miracle. C'est vraiment une solution parmi d'autres. Donc j'espère que ça répond à votre question. Et concernant le petit point en plus de Madame, c'est vrai qu'on réintroduit de la biodiversité monétaire. Et là, pour l'instant, on a une monoculture monétaire. Donc si l'euro se crache, voilà, toutes les transactions qu'on a envie de faire, on est limité. Mais par exemple, si on avait une diversité monétaire, les petits achats du quotidien, on pourrait continuer à les faire. Donc, par exemple, je l'ai cité souvent ici parce qu'il y avait une question sur le WIR dans les questions qu'on m'a données. Le WIR, à un certain moment, a arrêté la conversion en francs suisses. Et donc, il faut savoir qu'ils ont réussi à rester indépendants alors que le franc suisse était tombé. Donc, cette biodiversité monétaire est importante et peut générer de la résilience économique, mais ce n'est pas une solution. Ça fait une solution parmi d'autres, mais ce n'est pas la solution. J'avais aussi envie de vous poser une série de questions qui sont sorties, et ce sera peut-être parmi les dernières questions, sur la mesure. Certains demandent, est-ce qu'il est possible de quantifier des valeurs sociétales ? Quelqu'un d'autre demandait, sur quoi les banques se basent-elles pour attribuer un financement à une entreprise ? Le font-elles en prenant en compte des évaluations RSE de celles-ci ? Et derrière ces questions, on trouve toute la difficulté de mettre des chiffres sur du qualitatif. Est-ce que vous voyez ça comme un problème ? Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce qu'on se trompe peut-être de problème ? C'est une vaste question. Donc comme moi je l'ai dit, on a 2 comités crédit chez Triodos. Et donc comme on est spécialisé par secteur, d'abord on va regarder effectivement toute une série de benchmarks qu'on a, par exemple sur le secteur bio, mais on va regarder tous les magasins bio qu'on a financés et on va voir est-ce que le projet qui arrive est un petit peu dans les clous par rapport à des moyennes qu'on a. Après, ce qui compte beaucoup chez nous, c'est la relation avec la personne, avec l'entrepreneur et la cohérence du projet. Et donc on passe beaucoup de temps avec les porteurs de projets qu'on rencontre. C'est pour ça aussi qu'on finance à partir de 50 000 € des projets et pas en dessous. Pas parce qu'on ne veut pas financer les petits projets, mais tout simplement parce que tout se fait manuellement et avec des contacts personnels individuels qui prennent beaucoup de temps. Et donc, oui, c'est à travers des questions, c'est à travers l'analyse, c'est à travers un échange, et on travaille beaucoup là-dessus, qu'on se fait vraiment une opinion par rapport au projet, et tout ne peut pas être quantifié. Il y a beaucoup qui est lié, notamment dans tout ce qui est PME, à la qualité du porteur de projet en tant que tel. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se tester et qui n'est pas une science exacte. Nous, on sélectionne aussi des projets sur des bases qualitatives, et je rejoins un peu votre idée. C'est que je pense qu'il faut pouvoir prendre le temps aussi avec le porteur de projet et aller en profondeur dans son projet. Évidemment, avoir des repères clés chiffrés, c'est très difficile, ça permettrait d'accélérer le processus, mais est-ce qu'on veut accélérer le processus, avoir plus de projets, lever plus de fonds, ou est-ce qu'on veut trouver des projets qui ont une dimension plutôt durable ? Voilà, veut-on faire du quantitatif ou du qualitatif ? Et nous, on veut plutôt faire du qualitatif. Donc avec Quentin, on prend le temps de rencontrer les porteurs de projets et en général, on fonctionne beaucoup bouche à oreille. Donc on fait attention aux personnes qui nous recommandent les porteurs de projets, ça veut dire que c'est un indicateur clé de succès aussi. Mais on travaille étroitement avec Groupe One et Village Partenaires, que vous connaissez peut-être sur Bruxelles et sur Bois-le-Comte, qui eux sélectionnent des projets, qui eux suivent les projets, c'est un petit peu des incubateurs d'entreprise. Ils suivent les projets depuis zéro jusqu'au moment où le projet est lancé. Et nous, on travaille étroitement afin de récolter des projets auprès d'eux, mais aussi de soumettre des projets qui viennent d'abord pour notre plateforme et qui ont besoin d'un suivi. Donc ça nous permet d'avoir des projets qui sont plutôt viables, voilà, pour éviter les échecs. Voilà, on va terminer la séance de questions ou la discussion sur le podium ici en tout cas. Il y aura encore quelques instants pour avoir des discussions en face à face peut-être dans la salle à côté. Mais avant ça, je pense qu'Elisabeth voulait dire un mot de fin pour clôturer la soirée. J'invite aussi le président de Oikos à venir. Donc voilà, la conférence malheureusement s'achève déjà. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de répondre à certaines de vos questions. Que les intervenants ont réussi à vous convaincre que la finance plus éthique, ça existe et que vous, à votre échelle, vous pouvez aussi faire quelque chose.
Alors,